sûr. À tout de suite. Bonjour à tous pour cette avant-dernière plénière. Bienvenue, asseyez-vous. Il va y avoir du débat, il va y avoir du sport, on va bien s'amuser. Alors, le thème métro, boulot, dodo, ciao, c'est comment vivre avec le coronavirus, comment travailler, comment manager avec le coronavirus. Je me suis posé la question en débutant, est-ce que je gardais ou non mon masque? Puisque pour animer, le coronavirus fait on change d'habitude. Eh bien, j'ai décidé de le garder. La ministre, normalement, le porte. C'est une décision gouvernementale. Je ne suis pas du gouvernement, mais je vais vous montrer ce que c'est que de travailler en portant un masque, puisque ça va devenir obligatoire dans toutes les entreprises à partir de mardi prochain. Alors la crise du coronavirus, que l'on la considère sous son angle social, économique et sanitaire, a bouleversé les repères et les certitudes de tout le monde, que l'on soit salarié, entrepreneur, indépendant, politiques, citoyens, parents, enfants, dépendants, aidants, urbains ou ruraux. Dans bien des domaines, l'impossible est devenu possible. Le télétravail, que beaucoup d'entreprises assimilaient avant la crise à Netflix, parce qu'ils voyaient plus le mot télé que le mot travail, a concerné jusqu'à 5 millions de personnes pendant la crise et va se développer. La dette, qu'on espérait enfin voir régresser après avoir fortement bondi ces 10-15 dernières années, a franchi un palier et devrait atteindre 120% du PIB à la fin de l'année. Et on doute qu'elle puisse revenir en dessous du socle de 100%, même si Jean Castex, hier le Premier ministre, ici même, a dit qu'il se donnait 5 ans pour revenir à la situation d'avant-crise. Le système économique a été mis sur pause, prenant en charge au plus fort de la crise, via le chômage partiel, l'État prenant en charge jusqu'à les salaires de 9 millions de personnes du privé. La vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive, d'habitude si intense dans notre pays, s'est arrêtée. Alors le monde d'après, du moins tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin ou appris à vivre sans crainte avec le virus, ne ressemblera en rien au monde d'avant le Covid. L'organisation du travail, le management ou encore le rapport à l'entreprise va fortement évoluer. La circulation dans les villes, les libertés individuelles, le port du masque obligatoire, le fonctionnement des services publics vont également être impactés. Le besoin d'air, la recherche d'espace et l'envie de campagne vont avoir un effet sur la métropolisation des municipalités. La table ronde à laquelle vous allez assister, table ronde présidentielle, puisqu'on dit qu'il y a plusieurs candidats potentiels à la présidence de la République, je vous laisse deviner lesquels, traite de cette problématique du changement au sens large et dans toutes ses composantes de la société dans laquelle on vit. Donc on va s'interroger comment travailler, manager, circuler, dialoguer et plus globalement vivre autrement, sous contrainte, en mode dégradé avec le virus. Pour en parler, 6 intervenants, et non des moindres. Je commence, je suis vieux old school, moi je fais honneur aux dames, je commence par les femmes. La ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne, bonjour, qui a enlevé son masque, rien que pour me contredire. Parce qu'il faut appliquer les règles sans les... C'est pas encore, c'est au 1er septembre. Vous avez raison. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, depuis le mois de juillet, en remplacement de Muriel Pénicaud. Vous êtes ministre depuis mai 2017, auparavant en charge des questions de transition écologique ou encore de transport. Et c'est votre deuxième participation à la REF. Merci. Anne Hidalgo, maire de Paris depuis 2014, bonjour madame, confortablement réélue en juin dernier, après avoir été première adjointe pendant 13 ans de Bertrand Delanoë. Vous êtes spécialiste des questions sociales, il faut le rappeler, vous avez été inspectrice du travail et vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels, dont celui de Martine Aubry en 1997, et c'est votre première participation à une université. Non ? Je suis déjà venue. Ah ben voilà. Il faut bien, c'est pour vous, c'est ma première bourde de la soirée, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Merci beaucoup en tout cas d'être là ce soir. Julia de Funès, philosophe, auteur spécialisé des questions de management et de travail, bonjour. Je vous recommande d'ailleurs son dernier livre qu'elle a rédigé avec Nicolas Bouzou sur la comédie inhumaine. Deuxième bourde. Deuxième bourde. Il y en a encore eu un autre depuis. Il y a 2 ans, il y a au moins 2 livres. Ah ouais, d'accord. Bon, je vous le recommande quand même, c'est sur l'absurdité de la vie, notamment en entreprise. C'est pas inintéressant, vous êtes membre du comité Renaissance du MEDEF, et là, pour le coup, parce que j'ai vérifié avant, ensemble, c'est votre première participation à la REF. Yes. Merci. François Barouin, monsieur le ministre, bonjour, maire de Troyes. Bonjour. Président de l'AMF, l'Association des maires de France, pas l'autre, pas l'autorité des marchés financiers, ancien ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, entre autres de l'intérieur, du budget ou encore de l'économie. C'est pas votre première participation, vous êtes un habitué. Je me rappelle de vous en 2011 quand vous étiez ministre de l'économie au moment des crises et dettes souveraines. Vous étiez venu ici, enfin pas ici mais à HEC. Votre présence cette année est interprétée en tous les sens.
Voilà, en tout cas, elle fait beaucoup parler. Et ce matin, en conférence de rédaction Figaro, on m'en a parlé. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne vous pose pas la question parce que vous n'allez pas y répondre. Mais si vous voulez en dire un petit mot, vous êtes libre de le faire. Merci en tout cas de votre présence. Le vice-amiral Loïc Finaz. Amiral, bonjour. L'ex-directeur de l'école de guerre, à la retraite depuis peu. Vous avez commandé le bâtiment École Tigre, l'aviso Jean Moulin et la frégate anti-sous-marine La Touche Trévis. Vous êtes spécialiste de la lutte contre les sous-marins. Vous êtes un vrai chef qui sait faire rimer commandement avec humour, foi, bienveillance, culture, énergie, poésie et même solidarité. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment La liberté du commandement, sur lequel vous allez vous appuyer pour développer vos idées aujourd'hui. Et enfin, Patrick Martin, le président du groupe Martin B. Lessoud Expansion et président délégué du MEDEF qui joue un petit peu à domicile et qu'on n'a pas besoin de présenter, donc je passe vite. Donc merci à tous les 6 d'être là, on va attaquer le débat. Juliette Funès, je commence par vous. Le télétravail, tout le monde a ce mot à la bouche. Ce mot à la bouche, c'est devenu une tarte à la crème, il faut développer le télétravail en France. Vous êtes favorable à son développement, surtout dans cette ère post-Covid, mais vous alertez également sur les problèmes que cela peut poser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Et vous n'avez pas 4 heures, vous avez 4 minutes. Oui, bien sûr, je suis favorable au télétravail parce que c'est une libération, c'est un gain temporel, bien sûr, c'est une liberté spatiale, on peut choisir d'où on travaille, c'est surtout un gain psychologique. Si 73% des salariés plébiscitent le télétravail, ils ne sont pas tous masos, c'est qu'il y a énormément d'avantages au télétravail. Il suffit, c'est une libération psychologique, je le disais, parce qu'on n'est plus, vous avez vu, les grandes entreprises ressemblent maintenant à des blocs de verre, tout est transparent, ce sont des open space, des flex office depuis un certain nombre d'années. Il suffit de se savoir visible en permanence pour agir comme si nous étions vus. Donc on est en représentation permanente, c'est très fatigant pour l'esprit d'être accaparé par la représentation que donne de soi-même. Il y a beaucoup de gens qui font signe qu'ils travaillent et en attendant on ne travaille pas parce qu'on fait signe qu'on travaille. Et je pense que ça explique aussi pourquoi toutes les études montrent qu'on travaille mieux et plus efficacement en télétravail qu'au bureau. Donc je suis favorable pour plein de points. Les contre-arguments au télétravail qu'on entendait souvent avant le Covid ont été pulvérisés en un éclair. C'est très difficile à mettre en place. On a vu à quel point la France avait mis en place en quelques jours, en quelques semaines, dans la majorité des entreprises, ce télétravail. Donc je me fais l'avocat du diable, c'est du travail en mode dégradé. C'est pas du télétravail, c'est du travail à distance en mode dégradé et tout le monde n'avait pas les conditions pour faire ça dans les conditions de l'accord qui a été adapté. On a quand même maintenu l'activité économique du pays et on a pu s'adapter. Et deuxièmement, le télétravail va déliter les liens sociaux, le collectif. Je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que le télétravail hors confinement, il y a le télétravail confinement et le télétravail hors confinement, ce serait une erreur de juger de l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Et hors confinement, on peut très bien se retrouver 2 jours par semaine, 3 jours par semaine en entreprise. Ça n'a jamais enlevé les moments collectifs. Et en plus, vous avez vu comment ça se passe dans les entreprises. En open space, le collectif n'est pas non plus très dense et très fort. On envoie un mail à son collaborateur qui est à 1 mètre de distance pour ne pas déranger l'ensemble de l'open space, ce qui fait qu'on est en télétravail en présentiel. Donc ça n'aboutit à rien. Au moins, les moments, le fait d'avoir distendu, virtualisé les relations au travail, les rend d'autant plus désirés et désirables. On a envie de se retrouver, au moins, c'est volontairement désiré. Donc vous n'y voyez pas de contre-indication? J'y vois évidemment des inconvénients. Je ne suis pas une jusque-boutiste du télétravail, mais je crois que c'est par l'innovation qu'on va pallier aux inconvénients du télétravail, et c'est certainement pas en revenant sur l'essence même du télétravail. Les 2 problèmes majeurs, enfin le problème majeur, parce que j'ai que 4 minutes, c'est une erreur. D'ailleurs, il y a un poncif, on dit en gros, j'entends très souvent dans les critiques sur le télétravail c'est pour les riches, parce qu'effectivement 2/3 des métiers télétransposables en télétravail sont des métiers de cadre. Mais c'est archi faux, cet argument. Un pilote de ligne ne peut pas télétravailler, Mbappé ne va pas télétravailler, un chirurgien esthétique ne va pas télétravailler, une assistante télétravail, un téléconseiller télétravail, c'est inscrit dans son nom. Donc c'est trop simpliste, encore une fois, d'entendre ce discours-là. Ça veut dire qu'il ne provient pas nécessairement d'inégalités sociales, il provient d'inégalités sectorielles. Ce sont des différences sectorielles. C'est en fonction des métiers qu'on peut télétravailler ou pas. En revanche, et c'est l'énorme inconvénient du télétravail, il génère des inégalités sociales. On l'a vu notamment avec les enfants, quand ils ne sont pas outillés, les familles ne sont pas outillées numériquement, ils sont en discontinuité pédagogique plus qu'en continuité pédagogique. Les personnes âgées qui ne sont pas numériquement outillées sont en plus d'être isolées très profondément seules. Donc ça génère des inégalités sociales. Mais le télétravail ne provient pas d'inégalités sociales. Il amplifie certaines inégalités sociales, mais il provient de différences sectorielles avant tout. Et pour conclure, il change le management. Oui, ça, je peux pas. Si j'ai une demi-seconde pour parler de ça, je ne peux pas non plus. 30 secondes pour le management.
il génère le management parce qu'on n'a plus les employés sous cloche visibles en permanence, donc il faut forcément faire confiance. Et c'est pas un mot galvaudé, c'est pas un beau mot philosophique, la confiance. La confiance, c'est rentable. C'est quand vous faites confiance à des gens qui en valent la peine, la personne à qui vous faites confiance se sent investie de la confiance reçue et adopte un comportement digne de confiance. Puisque j'ai pas de temps, vous lisez Les Misérables, Jean Valjean, c'est toute l'histoire de la confiance d'une certaine façon. Donc c'est rentable pour l'entreprise. Ceux qui ne sont pas dignes de la confiance reçue, c'est dehors, ils n'ont absolument rien à faire en entreprise. Donc non seulement c'est rentable, et c'est très difficile à faire et très facile la confiance. C'est ça le problème, c'est que c'est une décision personnelle. Je décide oui ou non de vous faire confiance, c'est une décision. Et c'est très difficile parce que c'est responsabilisant, on ne sait jamais comment l'autre va se comporter. La confiance, elle suppose toujours le risque, l'incertitude sur l'autre ou sur soi-même. Et souvent, on sort la fameuse phrase, je finirai là-dessus, c'est pourquoi c'est difficile pour un manager, parce que un manager contrôle théoriquement. Bien sûr qu'il y a des phases de contrôle. Je n'aime pas du tout la phrase, le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr que si, la confiance exclut le contrôle. Quand on est dans le contrôle du point de vue philosophique, on est dans le registre cognitif de la preuve, on contrôle, on veut regarder ce que font les gens, on ouvre les yeux sur ce qu'ils font, c'est de la connaissance, c'est du cognitif. La confiance, vous savez, l'étymologie le dit, cum fidere, ça veut dire avec foi. Quand on est dans la confiance, on est dans la foi, on est dans la croyance, c'est un pari sur l'inconnu, c'est un jeu avec l'incertitude, et on ne voit pas ce que l'autre fait. On laisse l'autre se comporter avec la part de risque que ça implique. Donc on ne peut pas à la fois ouvrir les yeux et fermer les yeux en même temps. Il y a des phases de contrôle absolument nécessaires, il y a des phases de confiance, mais les deux de manière concomitante, c'est impossible. Merci. Merci Julia de Funès. Amiral, la confiance, ça vous parle? Vous plaidez pour l'esprit d'équipage et vous estimez que cet esprit d'équipage, pas d'équipe, peut être un remède à la crise du sens, la valeur travail qui plombe notre société depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, en quoi cet esprit d'équipage, basé en partie sur la confiance, peut être un remède à la crise actuelle de la valeur travail? Alors je crois en effet que la confiance est absolument fondamentale, mais en préambule, je voudrais dire que il me semble que nous sommes pris entre deux feux croisés, tout aussi coupables l'un que l'autre. D'une part, l'imposture de ceux qui disent qu'il faut travailler moins et qui prétendent que le travail n'est pas bon, et puis la médiocrité de ceux qui rendent ce travail pénible et ne savent pas lui donner du sens. Or moi, je crois que le travail c'est bon, je crois que non seulement ça nous enrichit à tous les sens du terme, mais même c'est ce qui nous rend heureux. Cela dit, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une alchimie toute simple, c'est bien au contraire une alchimie très complexe. Et effectivement, le marin que je suis, l'homme qui a passé 40 ans de sa vie à commander des hommes et des femmes sur mer et sur terre, je suis convaincu que ce que j'appelle l'esprit d'équipage est la réponse à ce qui nous fait tant défaut aujourd'hui dans cette crise de confiance, dans cette relation au travail. L'esprit d'équipage, je pourrais le résumer en 7 associations qui reposent sur ces mots suivants: autonomie et solidarité, fonction et responsabilité, hiérarchie et participation, exigence et bienveillance, énergie et culture, intelligence et courage, parole et temps. Vous me ferez revenir tout à l'heure au deuxième tour de manège sur ces associations. Exactement. Je voudrais dire simplement dans cette première prise de parole, c'est que je suis convaincu que cet esprit d'équipage, c'est non seulement une source, un outil exceptionnel de performance, mais aussi d'harmonie et de bonheur. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'harmonie est lui-même une source de performance et même d'une grande modernité, quels que soient les modes, les palinodies du moment et tout ce qu'on pourrait inventer, dire ou ne pas faire. A fortiori encore plus en période de crise. Absolument. Merci, Amiral. Patrick Martin. Vous aussi, vous voulez nous parler du télétravail. Je répète, vous aussi, vous voulez nous parler du télétravail qui doit allier l'aspiration des salariés et en même temps la performance de l'entreprise. Mais vous appelez à rester pragmatique et je crois que vous avez un message à faire passer à la ministre sur la conciliation négo, sur le télétravail qui s'est ouverte, qui peut s'ouvrir, parce qu'il faut rester pragmatique et surtout laisser ça au niveau de l'entreprise. Je crois qu'on ne peut pas nier que le télétravail se développera encore et que le confinement, la période de Covid que nous traversons sera un facteur d'accélération. Et d'ailleurs, la France, en termes de télétravail, est probablement en retard par rapport aux pays voisins. Donc il faut en prendre acte. Est-ce que pour autant, c'est la panacée? Je crois qu'il faut être très pragmatique et ne pas tirer des conclusions hâtives de la période que nous venons de traverser. D'ailleurs, on observe des comportements en entreprise qui sont extrêmement disparates d'une entreprise à l'autre, d'un individu à l'autre, d'une fonction à l'autre. Il faut quand même souligner qu'il y a des salariés qui ont été contents de revenir en entreprise.
Alors ça repose sur une rationalité, mais également sur une subjectivité. Ça me renvoie à l'idée quand même que l'entreprise est une collectivité, est un corps humain, est un vecteur d'intégration extrêmement puissant. Et d'ailleurs, les entreprises, elles y répondent, sont de plus en plus sollicitées pour intégrer. Et que le fait de distancier cette relation humaine est probablement un handicap sur le plan de la perception qu'ont les salariés eux-mêmes de l'entreprise. On voit bien quand on fait les enquêtes que les réactions à ces périodes de télétravail imposées, dans la plupart des cas, sont assez diverses. Oui, effectivement, il y a une grande majorité de salariés qui se sont dit vouloir rester en télétravail. On ne mesure pas dans cette réaction quelle est la part liée à la peur du Covid, à la peur des transports en commun. Donc nous, notre approche, c'est de dire prenons acte de cette situation, mais prenons un petit peu de recul également, parce qu'une situation exceptionnelle ne doit pas déboucher sur des solutions générales et définitives. Et je finis quand même en revenant là-dessus. La communauté que représente l'entreprise, qui est presque indépendante de la hiérarchie, qui est presque indépendante des fonctions, est une notion qui est importante. L'entreprise est un acteur essentiel de la vie sociale et on voit mal comment, avec un télétravail généralisé, cette fonction essentielle de l'entreprise pourrait être dans la durée et puissamment assumée. Cela dit, mis à part quelques groupes comme Facebook, personne ne parle de télétravail généralisé pour tout le monde tout le temps. On est sur une adaptation du rythme de travail quotidien pour faire en sorte de mieux allier les libertés et en même temps les contraintes liées à la propagation du virus. Mais il faut presque faire du cas par cas. Alors on ne peut pas le faire individu par individu, mais il faut le faire en tout cas secteur d'activité par secteur d'activité, entreprise par entreprise. Et puis il ne faut pas perdre de vue cette espèce de césure qui à partir de là peut apparaître entre ceux qui peuvent être en télétravail et ceux qui ne le peuvent pas, qui sont tenus d'être en présentiel. Et si je ne me trompe pas, quand cette mise en télétravail massive a été imposée par les circonstances, ça a pu être mal vécu par ceux qui étaient tenus de rester en présentiel, quand bien même ils n'étaient pas sanitairement exposés. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Martin. Madame la Ministre, votre prise de parole est très attendue aujourd'hui, vous le savez, hein. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais quand même. Parce que mardi, il y a un nouveau protocole sanitaire qui doit s'appliquer en entreprise, dont on sait peu de choses, ou tout du moins on sait que le port du masque va être obligatoire. Mais comme le diable se niche dans les détails et dans les dérogations, pardon, j'ai dit un gros mot, ce n'est pas des dérogations, on parle d'adaptation à ce protocole qui va être mis en place mardi. Demain, vous faites un déplacement dans le Calvados pour en parler. Vous avez posé un certain nombre de questions au Haut Conseil de santé publique pour connaître quelles étaient les adaptations qu'on pouvait faire à ce port du masque obligatoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez un tas de chefs d'entreprise ou de fédérations professionnelles qui sont là, qui vont s'arracher les cheveux, pour ceux qui en ont encore, sur comment ça va se passer à partir de mardi dans les entreprises concrètement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et quelles sont ces solutions pragmatiques dont a parlé Jean Castex hier, ici même, sur l'application de ce nouveau protocole de mise en œuvre en entreprise? Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Peut-être quand même, pour commencer, de resituer quel est l'enjeu. Je pense qu'on a une responsabilité collective dans les mois qui viennent, c'est d'assurer la continuité de la vie de notre pays, de permettre la reprise économique, alors même que le virus continue à circuler et même que sa circulation s'est accélérée ces dernières semaines. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir durablement concilier la sécurité et la santé au travail et l'activité économique. Avec deux enjeux, peut-être sur lesquels je voudrais insister, c'est d'abord la nécessité de donner confiance aux salariés au moment où ils doivent revenir au travail. Et on sait tous qu'il y a un certain nombre de Français, et donc de salariés, qui ont eu peur et qui aujourd'hui peuvent être inquiets. Donc, donner de la confiance sur la qualité des règles sanitaires qui s'appliquent en entreprise, je pense que c'est important. Et puis, je pense que les chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui l'ont aussi en tête. On a aussi un enjeu qui est de donner de la sérénité aux chefs d'entreprise sur ses responsabilités. Et c'est bien en réponse à ces deux enjeux que les guides métiers, que le protocole national a été élaboré. Je voudrais insister, parce que parfois j'entends dire qu'on pourrait avoir tendance à vouloir tout réglementer. Ce ne sont pas des textes réglementaires. Ce dont on est en train de parler, ce sont des repères qui sont donnés aux responsables des entreprises et qui laissent beaucoup de place au dialogue social au sein de chaque entreprise. Mais le port du masque sera obligatoire à partir de mardi. Alors je vais y venir.
Effectivement, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, moi j'ai repris mi-août les échanges avec les partenaires sociaux. Il se trouve qu'on a eu le 14 août la publication d'un avis du Haut Conseil de la santé publique recommandant le port du masque dans les espaces clos partagés. Donc oui, effectivement, après les échanges qu'on a eus là encore avec les partenaires sociaux, on a retenu l'idée de systématiser le port du masque dans les espaces clos partagés. Après, je suis parfaitement consciente qu'il y a une très grande diversité de situations selon les secteurs d'activité, selon les entreprises, et donc on est convenu avec les partenaires sociaux d'interroger à nouveau le Haut Conseil de la santé publique sur les adaptations qui peuvent être mises en place, soit parce qu'on a mis en œuvre un certain nombre de protections. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont... il y a en tout cas les acteurs du plexiglas qui ont fait des bonnes affaires ces derniers mois. Donc on a acheté beaucoup de plexiglas. En quoi ça peut aider sur ce sujet ? Ensuite, pour reprendre l'exemple de votre président, quand on est dans un garage de 300 mètres carrés à 2 salariés, on voit bien qu'il n'y a pas forcément un risque de contamination qui saute aux yeux. Donc là, le Haut Conseil va nous rendre son avis de façon imminente. Et évidemment, on aura des échanges, peut-être ce week-end, en fait, avec les partenaires sociaux pour préciser ces règles. Donc la nature des adaptations, vous l'aurez compris, c'est à la fois en fonction de l'intensité de circulation du virus. Tous les départements français ne sont pas dans les mêmes catégories aujourd'hui. C'est prendre en compte les protections, c'est prendre en compte la qualité de l'aération ou de la ventilation qui est mise en place. Et puis, évidemment, il y a un enjeu de densité, d'occupation des locaux qui sera pris en compte. Peut-être, moi, je voudrais aussi insister sur un point, et donc tout ça, les règles seront claires. Donc elles seront claires quand ? Elles seront claires dès que le Haut Conseil nous aura rendu son avis, c'est-à-dire que c'est imminent. Imminent, c'est on demain. les aura ce soir, on a dit demain matin au plus tard. Et vous rendrez public l'avis du Haut Conseil ? Et évidemment, nous partagerons immédiatement avec les partenaires sociaux l'avis du Haut Conseil et nous aurons des échanges au plus tard lundi matin. Vous pouvez réserver le créneau dans votre agenda pour voir comment nous allons prendre en compte ces nouvelles recommandations du Haut Conseil. Mais vous avez compris que la règle, elle est quand même claire, même si on préférerait tous ne pas avoir de masque. Ça sera le port du masque quand on est dans des espaces clos et partagés, sauf les adaptations qu'on pourra définir après l'avis du Haut Conseil de la santé publique. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il n'y a pas que les entreprises. Il y a aussi les collectivités qui sont impactées par le développement du virus et notamment la gestion d'une municipalité, d'un territoire. François Baroin, je me tourne vers vous. En tant que représentant des maires de France, je voudrais savoir quel a été l'impact de cette crise sur la mobilité des Français et sur l'organisation des transports en France. Et vous m'avez dit en préparant que ça cassait le modèle économique des transports publics. Alors ça, c'est assez évident, parce que l'État a pris une décision respectable et certainement responsable pour protéger les Français de confiner. Donc bloque tout. Bloque le pays, confine les gens chez eux, fixe un cadre, on protège la santé, on arrête l'économie. Et dans l'économie, il y a les transports. Dans les transports, vous circulez de manière différente selon que vous êtes à Paris. La maire de Paris l'évoquera certainement avec la vision qui est la sienne pour le développement de notre capitale. Et différemment selon que vous êtes dans une sous-préfecture, une préfecture ou une petite commune de province. Je rappelle juste les chiffres. Vous avez la moitié des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Vous avez 37% des Français qui vivent dans des communes de moins de 2500 habitants. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que l'organisation territoriale, l'aménagement du territoire, le cadre général ne permet pas d'avoir une seule politique pour toutes les villes selon la taille et qu'il faut s'adapter. En revanche, ce que nous avons en commun dans les conséquences directes du Covid, et Madame Borne a piloté la politique des transports au nom de l'État dans son portefeuille ministériel précédent, le modèle économique explose. Vous avez un effet de ciseau incroyable, avec un point sur lequel je considère que dans les débats, on n'insiste pas assez. Bien sûr que la crise est économique, et si nous avons répondu présent à la chaleureuse invitation du président Roux de Bézieux, c'est que ça a du sens pour tous les acteurs que nous sommes, les collectivités locales, les représentants de l'État, les acteurs de la pensée, de la construction, de l'éclairage de la société française sur le chemin qu'il va falloir prendre avec toutes les habitudes qui sont en train de se bouleverser.
il y a une dimension psychologique terrifiante et qui crée la chaîne de réflexion autour de toutes les politiques publiques que nous allons devoir tous les uns et les autres porter. C'est cette peur pour soi-même, cette peur pour l'autre, cette altération en profondeur qui peut exister à l'égard du lien de confiance, justement dans ces liens sociaux. Et l'un des grands enjeux pour l'État, mais aussi pour les collectivités locales, pour nous les maires, c'est d'atténuer le plus possible cette peur, nous appuyant sur tous les acteurs de chacune des associations, des structures, des forces vives de chacune de nos villes. Et pour revenir à la problématique du transport, le transport, c'est évidemment pour aller d'un point à un autre, de chez soi pour aller à son lieu de travail. Donc les gens ont peur, prendre moins les transports. Le financement des transports publics est assuré par l'entreprise à travers le versement transport, appuyé sur les salaires, donc vous avez un effondrement des recettes. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Quelles seront dans la durée les habitudes prises? Comment on va circuler d'un point à un autre? Dans une capitale, dans une métropole, il y en a 6 en réalité des métropoles, mais le reste, ce n'est pas du tout le même modèle. Donc comment on va faire? Est-ce qu'on va s'aligner sur un seul modèle qui va être tous à vélo? C'est pas possible. Est-ce qu'on va s'aligner sur un seul modèle, c'est tous en transport en commun? Oui, mais s'ils ne peuvent plus fonctionner, s'ils ne sont plus financés, et si un effort est fait... Et s'ils n'existent pas? Et alors, s'ils n'existent pas, clairement, tout ne peut pas se faire en covoiturage. Tout ne peut pas se faire encore en électrique. Donc il y a quand même une réflexion d'adaptation. Et ce que nous demandons au nom des territoires sur cette problématique de mobilité, c'est la très grande adaptation pragmatique à la réalité, à la sociologie de chacun des territoires, avec une volonté partagée, c'est de protéger les emplois, d'aider l'entreprise à franchir ce cap. Et pour nous, en termes de responsabilité, d'imaginer être créatifs pour chacun de nos territoires sur des mobilités plurielles, variées, adaptées, avec des enjeux de protection environnementale qui font partie aussi de nos préoccupations du quotidien. Et ça demande des investissements massifs, publics, partagés, pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Alors l'investissement, il est très clair. Je rappelle que 70% de l'investissement public, aujourd'hui, porté par les collectivités locales. Ce que l'on dit moins... Globalement, une année d'investissement national dans un pays comme le nôtre, c'est autour de 60, 62, 63 milliards. L'État fait 9 milliards en direct, je mets de la défense de côté. Le reste, c'est les collectivités locales. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'à l'intérieur de ces 70%, près de 60%, ce sont les communes et les intercommunalités. Donc il faut prioritairement protéger ces acteurs, ces agents économiques que sont les collectivités locales qui restituent l'argent du contribuable prélevé auprès du particulier ou de l'agent économique pour financer des services publics, pour financer de l'investissement, pour développer les territoires, pour affronter ensemble et collectivement aux côtés de l'État, nous sommes des partenaires de l'État en la matière, cette grave épidémie du Covid qui est un grand malheur planétaire et qui est aussi une immense épreuve collective et individuelle pour chacun d'entre nous dans chacun des pays touchés. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Hidalgo, Madame la maire de Paris. On l'a peu souligné, mais le Covid, dans la ville de Paris, ça a été assez compliqué. 55 000 agents, tous ne pouvant pas faire du télétravail, bien au contraire, et la municipalité, parce qu'elle représente la France, ne peut pas s'arrêter. Comment on gère ça quand on est maire de la capitale de la France? Comment on gère ce tsunami qui arrive? C'est un défi managérial qui est aussi grand que celui de beaucoup de chefs d'entreprise ici qui ont eu été confrontés au même problème dans leur territoire. Bien sûr, de ce point de vue, c'est, je crois, une situation assez proche de celle que connaissent les entreprises. Vous vous trouvez tout d'un coup avec une économie à l'arrêt dans le pays tout entier, avec des fonctions qu'il faut bien sûr très vite identifier comme essentielles à la vie de chacun, de nos concitoyens dans la ville, mais c'est vrai dans n'importe quelle commune de France, mais aussi à la vie économique. Et puis, dans une ville comme la nôtre, qui est une ville qui à la fois a attiré tous les gagnants de la mondialisation, mais aussi des femmes et des hommes qui sont venus chercher refuge, qui se sont dit que peut-être dans cette grande ville, il pouvait y avoir une main tendue pour les situations plus précaires qu'ils pouvaient connaître. Eh bien, ces personnes-là, il fallait aussi faire en sorte que nous puissions traiter leur situation. Donc dans ce tsunami qui nous est arrivé, d'abord identifier ce qui doit continuer à fonctionner. Les fonctions essentielles, comme le ramassage des ordures, comme évidemment des transports qui doivent pouvoir fonctionner, mais
économique pour savoir, avec les particularités d'une ville comme la nôtre ou des secteurs comme celui du tourisme, hôtels, cafés, restaurants sont des secteurs extrêmement importants. Et puis la ville en tant qu'employeur, 55 000 agents. Premièrement, en tant qu'employeur, la première chose à laquelle on pense, c'est quand même la sécurité de ses agents. Donc ça a été faire en sorte que pour qu'ils puissent aller travailler, pour qu'ils puissent remplir les services essentiels, pour ceux qui n'allaient pas télétravailler, avoir les masques, avoir les précautions, les protections nécessaires, leur permettant d'assurer ce service à la collectivité. Ça a été un moment très intense qui, je crois, nous permet de tirer d'ores et déjà quelques enseignements, même si, évidemment, on n'est pas sorti de cette crise. Premier élément, je pense qu'il y a une remise en cause profonde, accélérée, de notre rapport au travail, à l'autre, à notre santé, à la sécurité, à ce qui est essentiel, à ce qui est accessoire. Disons qu'il y a un sentiment qui est exacerbé par rapport à celui qui était avant. Absolument, qui était déjà présent, ça a été dit, sur la quête de sens, notamment dans le travail. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « Travail au bord de la crise de nerfs », justement sur cette question de la recherche de sens, parce que comme vous, je suis convaincue que le travail est une activité absolument essentielle, indispensable, pas simplement à notre économie, à notre vie collective, mais aussi pour la réalisation de chacun. Donc, cette question du sens, qui était déjà poussée par toute la transition écologique nécessaire, sur laquelle, je crois, aujourd'hui, il n'y a plus débat. La deuxième chose, en tant que collectivité territoriale, c'est qu'il faut beaucoup d'agilité. Et ce n'est pas évident quand on est une organisation de 55 000 fonctionnaires qui, en plus, doit répondre à un cahier de normes et à des doctrines qui sont décidées ailleurs. C'est normal, hein, on est dans une république avec des institutions et rechercher de l'agilité. Cette agilité, pour moi, elle a une conséquence très forte, c'est qu'il faut de la décentralisation et de la déconcentration. Non seulement entre l'État et les collectivités, on a montré, et François Baroin, le président de l'Association des maires de France, donc mon président, François Baroin a porté aussi cette parole pendant toute la période du confinement et sur le déconfinement, de la décentralisation, de l'agilité, de la confiance dans les acteurs locaux. Et de ce point de vue, je peux dire aussi aux acteurs des entreprises et aux partenaires sociaux, parce qu'aucune situation n'est totalement transférable. J'en ai tiré un enseignement pour notre propre ville qui, parce que c'est la capitale de la France, s'était un peu construite du point de vue de son organisation administrative sur le modèle de l'État. Et donc, je vais engager une déconcentration extrêmement forte vers les maires d'arrondissement, vers les arrondissements, pour qu'effectivement, les questions, quelles qu'elles soient, toutes les questions puissent être gérées le plus possible à l'échelle de la proximité. Une crise, et Paris en a connu beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps en cellule de crise pendant les 6 dernières années de mon mandat. Je sais que quand une crise survient, il faut de l'agilité, il faut de l'unité de commandement, il faut de la confiance et il faut que chacun soit à son poste. Et donc c'est, je crois, un des enseignements de cette crise du Covid, mais fondamentalement, je pense qu'elle met aussi en évidence que, à l'échelle des territoires, avec les spécificités des territoires, les maires, la puissance publique, sont là pour organiser le dialogue et les solutions qui doivent être adaptées avec les entreprises, les partenaires sociaux, les citoyens et toutes les associations. Comme en entreprise. Comme en entreprise, absolument. Alors, merci, Madame la maire. Amiral, Monsieur Loïc Finaz, on a parlé de confiance, on a parlé de dialogue, qui sont des qualités, des attributs, des compétences que vous mettez en avant dans ces fameuses associations qui visent à amener à avoir l'esprit d'équipage. Est-ce que vous pouvez justement nous en donner un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus sur ces associations et sur ces qualités essentielles pour pouvoir diriger, manager en période de crise, comme on l'est dans un sous-marin ou comme on l'est aujourd'hui dans une entreprise ou dans la France? En fait, vous voulez ma martingale, mais non. Généralement les martingales c'est de la farce, mais celle-là elle est très bonne.
La première association de l'esprit d'équipage, les premières vertus des hommes et des femmes d'équipage, ce sont leur autonomie et leur solidarité. C'est absolument fondamental. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie et de solidarité si les chefs ne savent pas provoquer et favoriser l'initiative. L'initiative, c'est la marque de l'autonomie au service de la solidarité. J'irai même plus loin, je pense qu'aussi, il faut que les chefs comprennent qu'ils doivent permettre l'erreur. La culture du zéro erreur, zéro risque est mortifère. S'il n'y a pas de capacité d'erreur, il n'y a pas d'initiative et donc il n'y aura pas d'autonomie et de solidarité. Vous allez parler aussi d'échec, l'erreur ou l'échec? Et l'échec, absolument. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est le rôle du chef de dire agissez, ayez des initiatives. 9 fois sur 10, je sais que vous ferez bien. Et puis la 10e fois, lorsque vous ferez une boulette, rassurez-vous, je suis là. Je corrigerai le tir pour vous, je ne vous laisserai pas tomber. La deuxième association repose sur les mots de fonction et responsabilité. À bord des bâtiments de combat de la marine, nous avons tous des fonctions différentes, mais nous portons tous la même responsabilité. Permettez-moi de l'illustrer par un exemple tout simple. Lorsque j'accostais l'un de ces bateaux que vous avez évoqué tout à l'heure, que j'ai eu la chance de commander dans ma carrière, ma responsabilité de commandant, c'était de concevoir la manœuvre et de l'ordonner, avec un certain nombre de risques. Une grande frégate de combat, ça pèse 5000 ou 6000 tonnes, voire plus, ça vaut 500 millions d'euros, ça mesure 150 mètres de long. Quand vous la rentrez au garage, le but du jeu, c'est pas de la cracher. Et donc la fonction du commandant, c'est de concevoir la manœuvre et de l'ordonner. Et le commandant a à ses côtés, j'avais à mes côtés un jeune garçon, une jeune femme qui n'avait pas 20 ans, qui était barreur. Alors qu'est-ce que c'est qu'en fait un barreur sur un bateau de guerre? Un barreur, c'est quelqu'un qui doit simplement manœuvrer un interrupteur. Pour des raisons ergonomiques, ça ressemble à une roue, mais en fait c'est faux. C'est un interrupteur, c'est droite-gauche. C'est jacouille dans les visiteurs, jour-nuit, jour-nuit. Alors vous pensez ce que vous voulez. C'est sympa la marine. Hein. Vous pensez ce que vous voulez du commandant dans son uniforme avec ses beaux galons dorés sur ses manches, à la passerelle, nez au vent et que tout le monde regarde. Et puis le pauvre garçon, la pauvre fille dans sa fosse avec simplement son interrupteur droite-gauche. Ce qui est absolument certain, ma conviction la plus forte, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes aussi importants l'un que l'autre. Parce que s'il met la barre à droite quand je dis à gauche 20, il crache le bateau comme moi. Et si moi je donne un mauvais ordre, je le crache comme lui lorsqu'il se trompe. Et donc, cette absolue croyance que l'un et l'autre, nous sommes aussi importants l'un que l'autre, d'abord, je vous garantis qu'on la partage tous les deux, et c'est un ciment absolument extraordinaire de performance et d'harmonie. La troisième association, c'est celle des mots de hiérarchie et de participation. Tout système a besoin, plus ou moins, ou presque tous les systèmes ont besoin d'une hiérarchie. Mais cette hiérarchie doit être pleine de sens et adaptée aux véritables besoins. Alors évidemment, je viens d'un système où la hiérarchie est extrêmement forte. Pour une raison très simple, c'est que sur un bâtiment de combat, lorsque vous avez un missile aux fesses, vous n'avez que quelques secondes pour réagir. C'est pas à ce moment-là, parfois moins. C'est pas à ce moment-là que vous allez réunir le COMEX et encore moins le comité d'entreprise. Donc la hiérarchie est là parce que c'est au combat le système le plus efficace, parce que c'est le plus rapide. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas de syndicat. C'est une des raisons, mais attendez, vous allez voir. En revanche, aucune hiérarchie ne fonctionne sans la confiance et aucune hiérarchie ne crée la confiance. La confiance est créée par ce que j'appelle la participation. Et je mets au défi chacun d'entre vous de me citer, de me trouver un système, une entreprise, un syndicat qui a plus de commissions qu'un bâtiment de combat. Sur un bâtiment de combat, le pacha, pas au combat, il n'a plus le temps d'échanger, mais dans son quotidien, échange en permanence sur tous les sujets avec son équipage, pour deux raisons. La première raison, mais qui n'est pas la plus importante, elle est évidente, c'est que les marins comme moi pensent que quand on a un sujet à régler, un problème à régler, si on est 10, on a plus de chances de trouver la bonne solution que si on est tout seul. Mais la vraie raison, c'est que c'est par cet échange quotidien qu'on crée la confiance, qu'ensuite la hiérarchie utilise au combat pour être efficace. Ça, c'est fondamental. Voilà, ça, c'était les 3 premières associations que je pourrais qualifier de collectives. Les 4 suivantes sont plus individuelles. Je n'ai pas le temps de les détailler, sinon je vais garder le crachoir jusqu'à la fin. Ce ne serait pas très élégant de ma part. Simplement, donc, c'est bienveillance et exigence, énergie, culture, intelligence et courage, parole et temps. Ce que je voudrais dire, c'est que ce sont les qualités individuelles des chefs. Et mon seul commentaire sera, on ne naît pas chef. On est plus ou moins talentueux. Ça, c'est évident. Nous ne sommes pas égaux devant les responsabilités du commandement, du management, mais on ne naît pas chef, on le devient. Et on le devient par un
parcours initiatique. On le devient par une sélection et une formation permanente. Et je pense que beaucoup de systèmes devraient un peu plus méditer cela. Il y a un très bel exemple, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, ou en tout cas celle que je viens de quitter, c'est l'exemple de l'école de guerre, cet exemple qui, à mi-carrière, que vous avez dirigé. Et fait. L'école de guerre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme si, dans la fonction publique, on disait à tous les énarques, à 35 ans, vous repassez tous un concours, on prendra que les 20% meilleurs d'entre vous, c'est eux qui deviendront les grands patrons, et comme c'est important, on vous renvoie 1 an à l'école pour vous y préparer. Voire en entreprise. Je pense que c'est un beau modèle, c'est un modèle qui n'est pas possible pour tout le monde, mais c'est un modèle qui n'est pas breveté et beaucoup pourraient l'imiter. Bon, en dernier mot, je voudrais simplement dire que cet esprit d'équipage qui repose sur ces 7 associations, et d'autres aussi d'ailleurs, mais c'est celle que je vous propose de sélectionner en premier, je suis convaincu, comme j'ai déjà dit, que c'est une source de performance, d'harmonie et de bonheur, et je suis, et je terminerai par ça, aussi convaincu que l'entreprise est par excellence le lieu d'application de cet esprit d'équipage, bien plus encore que nos bâtiments de combat, nos régiments qui restent une sphère très particulière. C'est vraiment par excellence le lieu d'application au service de la société et pour son plus grand bonheur. Merci, amiral. Et je note qu'un chef, dans toutes les associations, un chef doit avoir de la culture. Voilà, ça ne m'a pas échappé. Merci en tout cas. Julia de Funès. Alors il nous reste 20 minutes de débat à peu près, donc je demande à chacun d'être le plus concis possible sur les thèmes qui sont à développer encore. Julia de Funès, Anne Hidalgo l'a dit, l'amiral aussi l'a dit, il y a un certain nombre de phénomènes qui étaient à l'œuvre avant la crise de la Covid-19 et qui se sont accentués avec ça. Notamment un changement de leur relation au travail, le sens du travail qui a changé, qui a évolué, qui n'est plus une finalité en soi, dites-vous, mais qui est devenu une activité parmi d'autres, et surtout le rapport à l'entreprise. Jusqu'où ça peut aller, ces changements de paradigme, ces changements de règles, dans ce monde nouveau qu'on est en train d'affronter? Alors, la question du sens du travail, sens dans l'entreprise était déjà très présente avant la période de confinement, vous l'avez dit, ça n'a fait qu'amplifier. Le télétravail marque encore plus ce changement de paradigme de sens. Pourquoi? Parce que le télétravail domestique le travail. Le travail n'est plus un lieu, n'est plus une destination, n'est plus une direction, mais c'est un moment, c'est un temps. C'est un moment parmi d'autres. En temps de confinement, on l'a très bien vu, il y avait le temps des devoirs des enfants, il y avait le temps du ménage, il y avait le temps de la maison, il y avait le temps du travail. C'est devenu une activité parmi d'autres. C'est-à-dire que c'est pas du tout dévalorisant pour le travail de dire ça, ça lui redonne tout son sens. C'est-à-dire que penser le travail comme une finalité en soi, vous avez dit le travail est essentiel bien sûr, mais travailler pour travailler n'a aucun sens. Manger pour manger n'a aucun sens, dormir pour dormir n'a aucun sens. Dès qu'on est dans une logique d'un mouvement pour un mouvement, d'une activité pour une activité, on tombe dans l'absurde au sens philosophique du terme. Donc notre travail n'a de sens que s'il est au service d'autre chose que lui-même. Le travail n'est pas une finalité en soi, c'est pour ça qu'il doit trouver un sens. Le sens, c'est une finalité extérieure, et c'est en concédant, c'est ça le paradoxe énorme, c'est en concédant à n'être qu'un moyen au service d'autre chose que lui-même que le travail reprend tout son sens. Travailler n'a de sens que s'il est au service d'autre chose, nourrir ses enfants, s'acheter une maison, partir en vacances, peu importe, vous trouvez 1000 finalités. Mais là, le télétravail approfondit, augmente ce déplacement de sens. Les gens ne se déplacent plus, mais la place du travail, en se domestiquant, en perdant de son hégémonie. Vous avez vu dans l'intitulé métro, boulot, dodo, le boulot est au centre, c'est vraiment la finalité suprême, et la vie, c'est ce qui restait une fois qu'on avait fini de travailler. Autrement dit, c'était le dodo. Les jeunes générations nous acculent à penser autrement le sens, ils ne veulent surtout pas de ce modèle-là. Ils mettent le dodo d'abord, non ? Et nous, pardon ? Ils mettent le dodo d'abord. Dodo, boulot, et puis après on prend le métro pour aller s'éclater ailleurs, comme on dit familièrement. Mais donc vraiment, la vie a repris le dessus, le télétravail montre que la vie reprend le dessus sur le travail, et c'est pas une dévalorisation du travail de dire ça, au contraire, ça lui donne tout son sens. Et la peur de c'est un moyen au service de la vie et pas l'inverse. Pour l'entreprise, c'est exactement la même logique. Vous le savez mieux que moi, les grandes entreprises ont du mal à recruter, à attirer les plus jeunes générations. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de paradigme. J'ai 40 ans, moi, appartenir à une grande boîte, travailler dans un grand groupe qui faisait du profit, ça faisait sens pour moi. J'avais envie de faire carrière dans un grand groupe. Maintenant, c'est plus du tout attractif. Ça va peut-être changer avec la crise, parce qu'il n'y a plus d'emploi. Moi, je crois pas. Je pense que ça a complètement changé. Je travaillais là, il n'y a pas longtemps pour une banque qui met en titre d'accroche « appartenir au leader français sur ce type de produit ». Ça ne fait plus de rimer personne. L'appartenance est obsolète. Les gens veulent vivre des expériences, des intensités, etc. Donc l'entreprise, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a plus de sens. Au contraire, elle n'acquiert de sens, elle ne retrouve du sens, encore une fois, que si elle est au service d'une cause.
cause plus grande qu'elle-même. Les gens ne veulent plus faire carrière, ils veulent travailler pour une grande cause. Et c'est pour ça que la loi Pacte va, me semble-t-il, dans un bon sens, même si on peut la critiquer pour plein de points, mais en recherchant, en intégrant aux objectifs de l'entreprise des missions environnementales, sociales, sociétales, elle reprend tout son sens. Pourquoi j'irais travailler dans cette boîte-là plutôt que dans telle autre? C'est parce que celle-ci contribue à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et j'ai l'impression d'être un sujet actif, avoir un impact sur le monde ou sur la société. Et dernière chose sur le management, parce que je sens que c'est fini, mais je voulais reprendre. confirme. Le sens du management a changé aussi. Et je trouve qu'on est passé d'un management très liberticide, hiérarchique, vertical, années 50, 60, qui est totalement obsolète, à l'extrême inverse, une transversalité, une horizontalité absolue, où le chef a perdu de son autorité. Et je pense que c'est une énorme erreur. L'entreprise, alors il y a l'entreprise liberticide, et puis après on est passé à l'entreprise libérée, si j'augmente le terme. Ça ne marche pas à une certaine échelle, ça marche à un petit nombre, pas du tout à grande échelle. Et perdre l'autorité, on le voit dans tous les domaines de l'existence sociale post-année 68. L'école sans autorité, c'est une catastrophe. La politique qui a perdu aussi parfois de son autorité, c'est une catastrophe. L'entreprise, les chefs d'entreprise qui perdent l'autorité, qui n'assument plus, parce qu'on a presque honte d'être un chef en France. Il y a quand même un complexe de l'autorité, alors que l'autorité est une notion sublime. À Auguerre, ça veut dire augmenter quelqu'un qui a de l'autorité, il vient augmenter ses équipes. C'est le contraire de l'autoritarisme, hein. Quand je suis autoritaire avec mes filles, c'est que je sens que je n'ai plus aucune autorité. Donc je leur hurle dessus. Donc quand on a vraiment de l'autorité, on n'a pas besoin d'être autoritaire. Et pour moi, un chef aujourd'hui, un manager aujourd'hui, doit assumer cette autorité-là, donner du sens à son travail et permettre cette autonomie des salariés, évidemment. Merci. Alors, merci Julia de Funès. Le MEDEF étant l'ancien monde, on vient de me faire signe qu'il n'y avait plus que 10 minutes, donc 10 minutes pour 4 interventions. Merci, Président Roux de Bézieux. On vient de sucrer 5 minutes en partie, donc on va essayer d'aller vite. J'en suis désolé par avance. Monsieur Barouin, Monsieur le Ministre, quand on a préparé, vous me disiez que l'une des conséquences de cette crise, c'était qu'il fallait revoir, et Anne Hidalgo l'a dit, précisément les compétences des territoires. Il fallait aller vers cette troisième phase de décentralisation pour remettre bien à l'endroit qui fait quoi. Est-ce que vous pouvez, j'en suis désolé, rapidement nous expliquer quelle serait pour vous cette troisième phase de décentralisation? Anne Hidalgo l'a évoqué. On partage tous au lendemain de ces 2 mois de gestion du confinement et de la poursuite naturellement de la protection des Français contre le développement de l'épidémie, le constat que nous portons, nous les collectivités locales, depuis de nombreuses années. Je veux dire à quel point, d'abord et avant tout, les entreprises ont été certainement à la hauteur, bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer, de cette notion de prise de risque, d'agilité, de compréhension, d'agir vite et de prendre des bonnes décisions. Au fond, un chef d'entreprise, il a quelque chose de supérieur aux autres, il prend des risques, il le sait, il les assume. C'est ça la définition d'un chef d'entreprise. Et si le MEDEF est aujourd'hui rassemblé, c'est autour de cette notion de prise de risque, de conscience de son environnement et d'assumer ses choix. Et ça me semble très important. Et vous l'avez fait, notamment sur la problématique des masques. Les collectivités locales, les régions, bien sûr, qui ont trouvé une forme d'existence à cette occasion, à travers leur puissance de relations internationales, qui leur a permis d'être peut-être plus efficaces en termes de logistique que l'État ne l'a été en la matière, sur cette problématique des masques ont existé. Les départements ont été dans un entre-deux sur le médico-social parce qu'ils n'avaient pas les pleins pouvoirs sur la problématique des EHPAD. C'est un sujet de réflexion, on y viendra très brièvement. Mais les maires, un peu à l'instar des chefs d'entreprise, ont été aux avant-postes. Mais ce discours-là, il a surgi au grand jour pour une grande partie des observateurs et même du grand public sur cette réalité. Nous le portons depuis de nombreuses années. Et je ne suis pas schizophrène, même si on l'est tous un peu. Mais en même temps, j'ai des bons médecins, donc j'arrive à me soigner, à accompagner ces pathologies un peu douloureuses, surtout pour quelqu'un qui est hypocondriaque comme moi tous les matins. Donc on arrive à gérer ça. Et j'ai aimé servir l'État. Et j'ai aimé exercer ses responsabilités sous l'autorité des présidents Chirac et Sarkozy. Mais le statu quo n'est plus possible. Vous ne pouvez pas avoir la même conception que celle des années 60-70 d'un modèle ultra centralisé, impuissant, avec des effectifs qui ont disparu dans les territoires, avec une dette qui vient de prendre 20 points de PIB. 20 points de PIB. Certes, qui va être accompagné par l'Europe. L'Europe va gérer les eurobonds. On va avoir 800 milliards de propositions pour les marchés de dettes produites par l'Europe dans les 4 années qui viennent. Enfin, la France vient d'emprunter et de dépasser les 275 milliards pour financer nos politiques publiques. Cette impuissance-là, si on n'en prend pas conscience,
D'une certaine manière, c'est le dernier rendez-vous avant une très grande catastrophe. Et qu'est-ce qu'une catastrophe pour un pays comme le nôtre? C'est une aventure populiste, des gens qui veulent renverser la table. Et donc, il faut une responsabilité collective partagée pour un transfert de compétences beaucoup plus large. L'État doit se remuscler là où on l'attend. La sécurité, la diplomatie, les services, le cadre général, un peu protecteur. Mais il doit être lucide désormais. Il ne peut plus répondre présent partout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Nous, les maires, nous revendiquons désormais une bonne partie de la politique du logement. Et je ne pense pas que ce soit la maire de Paris qui dise le contraire. La gestion de la politique sociale liée à des mesures décidées dans les lois de finances, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que des lois de finances, j'en ai écrites, j'en ai porté et j'en ai débattu au Parlement. Mais la gestion de l'APL, qui a mis en l'air le modèle des bailleurs sociaux dans tous les territoires et qui fait qu'on est au rendez-vous d'une grande difficulté en matière de production de logement dans les 2-3 années qui viennent, est un vrai sujet. Le logement pour les maires ou pour les intercommunalités, on peut en débattre. Le tourisme pour les maires. Une partie de la culture, et la culture c'est 2-3 idées simples, hein. C'est l'égal accès pour tous à la culture, c'est l'aide à la création, c'est l'entretien du patrimoine. Le patrimoine c'est déjà nous, les églises c'est nous, les cathédrales c'est l'État, les églises c'est nous, les musées pour une large part c'est nous, tous les vieux bâtiments, l'entretien, l'amélioration, etc. c'est nous. Donc une bonne partie de la culture, ça doit revenir aux maires. L'égal accès pour tous à la culture doit être garanti par l'État universel, mais doit être financé, porté à l'initiative par les maires. Et vous pouvez avoir la même réflexion dans le domaine du sport, et vous pouvez avoir la même réflexion dans le domaine, naturellement, de tout ce qui est de près ou de loin au milieu associatif. Pourquoi le sport ? Le ministère n'existe quasiment plus. On crée une agence nationale du sport parce qu'on n'a pas confiance dans les collectivités locales. Il n'y a plus de moyens financiers et nous portons 90% des investissements des complexes sportifs, des piscines et du financement des associations. Donc il faut faire ce choix. Le médico-social doit revenir au département. Le drame du Covid dans les EHPAD, qui est un élément d'information et de compréhension de la gestion de cette crise qui est devant nous, et les commissions d'enquête le révéleront plus directement. Nous avons été interrogés, Anne Hidalgo et moi-même, par la commission du Sénat. Nous le serons par la commission à l'Assemblée nationale, mettront en lumière la nécessité de changer de compétences. En matière de santé, je pense profondément qu'il faut remettre les maires au cœur du dispositif, sur la gestion des hôpitaux, sur l'initiative publique-privée, sur le rapprochement entre la politique de ville et la politique hospitalière. L'État a montré que 98% des actes de soins prodigués par les médecines de ville ont été écartés des priorités dans l'attribution des masques, puisque les hôpitaux ont été prioritaires. Enfin, les régions ont l'investissement, ont le développement économique, ont la formation professionnelle, il doit aussi y avoir l'emploi. Donc vous voyez, c'est un grand chamboule-tout. Et c'est un sujet qui n'est pas médiocre, sur lequel chacun peut naturellement donner sa position. Le seul moyen de débloquer le sujet, c'est que l'État entende ce message, le comprenne, le fasse sien, et ça lui permettra de s'appuyer sur une période qui lui permettra de se remuscler et d'une certaine manière nous redonnera le temps général pour organiser une forme de fédéralisme à la française, mais qui soit en réalité un vrai modèle républicain qui s'adapte aux temps actuels. Merci, Monsieur le Ministre. Il reste juste 5 minutes. Je vais faire 2 prises de parole. Madame la maire de Paris, est-ce que vous êtes d'accord avec votre président ? Totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il faut aujourd'hui à la fois ce Big Bang territorial, il faut ce choc de confiance avec l'ensemble des acteurs. Nous parlons du point de vue des maires, mais je pense que les entreprises, les partenaires sociaux ont exactement la même légitimité dans leur domaine en ce qui concerne cette souplesse dont on a besoin. En gros, il faut sortir de l'archaïsme. On est dans une organisation totalement archaïque et inadaptée à une situation dans laquelle l'information circule beaucoup, dans laquelle il y a effectivement un besoin d'autorité, de décision qui doivent être prises au bon niveau, avec les bons acteurs, en engageant avec soi tous les acteurs, ceux de l'entreprise, mais pour nous, c'est aussi les citoyens à l'échelle de nos territoires. Et nous sommes dans un modèle archaïque. Ce n'est pas le modèle républicain qui est archaïque. Je crois que le modèle républicain, il n'y en a pas de meilleur. Enfin, en tous les cas, je resterai, je pense, toute ma vie, une républicaine convaincue que les valeurs de la République nous permettent de vivre ensemble et de porter un modèle dans notre pays qui nous est encore envié dans beaucoup d'autres pays. Mais ce qui est archaïque, c'est ce centralisme. Ce qui est archaïque, c'est ce jacobinisme conjugué à un colbertisme. C'est ça qui est archaïque. Je pense que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de talent, beaucoup de compétences, beaucoup d'énergie.
Et il faut saisir cette occasion. Il faut saisir cette occasion pour réformer ce modèle, dans le sens que vient de dire notamment François Baroin. Et puis il faut aussi s'appuyer dans toutes ces réformes, ces transformations que nous devons engager. Il faut absolument prendre la transition écologique et énergétique comme un moteur des changements que nous devons faire. Dans le modèle économique qu'il faut absolument revoir, la croissance prédatrice n'est plus possible. On n'a qu'une seule planète, il n'y a pas de planète B. Donc il faut que nous allions aussi vers un système de production, de consommation, qui soit des systèmes qui aient plus de sens par rapport à ce qu'est la vie humaine. Et d'ailleurs, le sens du travail, il se trouvera tout aussi facilement. Et je pense qu'on est tous prêts à y aller. C'est ça aussi peut-être la bonne nouvelle quand on sort d'une crise aussi violente dans laquelle il y a eu tellement de morts et dans laquelle il y a encore des incertitudes et des inquiétudes. On doit se dire que notre pays a été capable de relever beaucoup de défis. Et donc, ces défis, il faut les reprendre dans un enseignement un peu comme nous le dit l'amiral. Je conclus là-dessus. La ville de Paris est marraine du Charles de Gaulle. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, effectivement, de ce qui se passe, notamment, et des modes de management, et de la façon dont on implique et on associe l'ensemble des personnes à partir de l'expérience qui est la vôtre. D'ailleurs, j'avais fait organiser un séminaire sur le Charles de Gaulle avec toute l'exécutif parisien, notamment les directions d'administration, pour justement aller s'inspirer de ces méthodes de management. On a ces capacités à rebondir et à changer de modèle. Merci. Je pense qu'il faut y aller. Merci. Merci Madame la maire. Madame la ministre, vous avez 1 minute de conclusion, pas plus, je suis désolé, vous êtes en direct sur BFM. Écoutez, moi je pense que cette crise, elle a été un accélérateur de dialogue entre tous les acteurs sur le terrain, entre l'État, qui je pense, peut-être en contrepoint de ce qui vient d'être dit, a été présent, ses représentants dans les territoires ont été présents aux côtés des collectivités, et elle a été un accélérateur de dialogue social dans les entreprises. Parfois, le dialogue social, c'est vu comme quelque chose de très formel. Je pense que c'est une bonne nouvelle que, confronté à des situations totalement inédites, impensables, impensées, le dialogue social ait pris tout son sens et été vraiment dynamisé. On sait qu'on a eu 9000 accords qui ont été signés pendant cette crise. Moi, j'espère qu'on gardera cette capacité de dialogue entre tous les acteurs pour être capable de relever des défis absolument incroyables, comme on l'a fait au cours de cette crise, qu'on le gardera pour travailler ensemble et qu'on le gardera aussi pour être agile. Et moi, je suis vraiment très impressionnée à chaque fois que j'échange avec des entreprises sur la façon dont, alors même que parfois on met des années à bouger de 3 cm, on a su se repenser totalement dans cette crise. Donc je pense que c'est quand même un beau facteur d'optimisme sur lequel je voudrais conclure. Et vous nous le montrerez lundi matin en discutant avec les partenaires sociaux sur le nouveau protocole. Merci, merci à tous. À bientôt. Merci.